Attachez-vous bien, aujourd'hui on va parler du système de la réserve fédérale et particulièrement des taux d'intérêt. Ça va être une grosse vidéo, pas nécessairement longue, mais il y aura beaucoup d'informations à digérer. Donc je vous invite à prendre de quoi noter, c'est un sujet qui a été énormément demandé, que ce soit dans les commentaires, sur le Discord, etc. Donc aujourd'hui on va en parler. Je vais vous expliquer de la façon la plus simple possible, parce que sinon, parce que ça va être un peu compliqué, je vais être honnête avec vous. Je vais essayer de vous expliquer de la manière la plus simple possible. Qu'est-ce que sont les taux d'intérêt? Et aussi un peu les confusions qu'il y a autour de, ok, c'est quoi les taux d'intérêt, les taux directeurs, les taux par exemple obligataires, les taux bancaires, tous ces mots en fait qui se confondent un peu dans la tête des personnes et qui sont des choses différentes en réalité. Et ça va être important de mettre un peu en lumière, ou plutôt ouais, d'éclairer un peu tout ça pour que ce soit moins confus dans votre tête. Et j'espère que par la suite ça vous permettra de mieux gérer votre trading en fait d'un point de vue fondamental. Bref, je vais arrêter de parler, pas besoin de faire une intro plus longue. On va direct aller sur l'écran. J'ai préparé une sorte de mind map, si je peux appeler ça comme ça. Donc pour commencer en fait, et je vais pas m'attarder énormément là-dessus parce que c'est déjà le sujet d'une autre vidéo, mais le système de la réserve fédérale ou la Banque centrale américaine ou la Fed, appelez ça comme vous voulez. Ok, c'est constitué de 3 entités principales. Donc il y a le Conseil des gouverneurs, ok, ici. Il y a les 12 banques de la Réserve fédérale, je vais en parler juste après. Et il y a le Comité fédéral de marché ouvert, ou ce qu'on appelle le FOMC, c'est le fameux Federal Open Market Committee. Ok, donc ça, c'est les 3 entités de base de la Fed. Maintenant, celle qui prend les décisions, c'est le FOMC. Vous l'avez sûrement déjà entendu, vous l'avez sûrement déjà vu, vous avez peut-être déjà vu genre FOMC Monetary Policy Decisions ou FOMC Statement. En fait, c'est cette entité-là qui prend les décisions de politique monétaire. Mais juste pour m'arrêter 2 secondes sur le mot système de la réserve fédérale, en fait la Fed, ce n'est pas une banque centrale. D'ailleurs, c'est un peu une erreur de langage de dire que c'est la banque centrale américaine, car en réalité, en fait, c'est un système de banques centrales au pluriel. On a en fait 12 banques, donc les banques de la réserve fédérale, les Federal Reserve Bank, et qui ensemble en fait constituent ce qu'on appelle toute cette réserve fédérale, ce système de la réserve fédérale. Donc pour vous montrer un peu, il y en a une par district. Donc les États-Unis en fait, ils sont comme ça, ok. Et vous voyez qu'il y a 12 districts, donc le territoire est divisé en 12 régions. Il y a par exemple San Francisco, Minneapolis, New York, etc. Et chacune de ces régions a une banque régionale, une sorte de grosse banque, une banque des banques, entre guillemets, et ensemble, elles forment le système de la réserve fédérale. Mais donc, c'était une petite précision. Ça, c'est pour les 12 banques de la réserve fédérale. Chacune a un président, etc. Et certains membres, ou je vais le formuler autrement. Donc ça, c'est une pièce clé de la Fed. Ensuite, on a le Conseil des gouverneurs. Donc eux, ça va être des personnes qui sont mandatées par le Congrès américain et qui sont d'ailleurs responsables devant ce Congrès. Je ne vais pas rentrer plus là-dedans, mais vous voyez qu'ici au-dessus, en fait, il y a une flèche. Parce que le système de la Réserve fédérale, la Fed, en fait, est mandatée par le Congrès pour tout ce qui est question de politique monétaire et d'autres aussi missions liées au système économique. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très politique, mais disons simplement que voilà, il y a encore une autorité au-dessus de la Fed, même si la Fed est une entité indépendante du gouvernement en réalité, pour pas que les décisions de politique monétaire soient influencées par des raisons politiques. Si ça vous intéresse, je vous invite simplement à aller vous renseigner sur Internet, mais éventuellement, dites-moi si une vidéo sur le sujet parlait du coup de l'influence du Congrès sur la Fed ou justement de la non-influence du Congrès sur la Fed, n'hésitez pas à me le dire, mais je ne vais pas rester plus longtemps là-dessus. Donc, le Conseil des gouverneurs, qui est mandaté par le Congrès, est constitué de 7 membres, dont Jérôme Powell, que vous avez sûrement déjà entendu. Jérôme Powell, c'est le président de la Fed, tout simplement. Et alors, donc on a le FOMC, donc vous savez, je vous ai parlé des 12 banques, un président par banque, on a le Conseil des gouverneurs avec 7 membres qui sont les gouverneurs, et puis le FOMC, donc c'est vraiment les personnes, et pour mettre une image sur ce mot, donc le Federal Open Market Committee, pour mettre une image sur ce que le FOMC est, en fait c'est vraiment, ça ressemble à ça. Alors vous allez me dire, oui, il y a plus que 12 membres là, oui. En réalité, c'est 12 membres qui vont voter. Donc tout ce qui est décision de politique monétaire, et on va y arriver par la suite, donc que ce soit la décision sur les taux d'intérêt ou n'importe quelle autre décision qui va toucher l'économie d'un point de vue monétaire, ça va être pris par 12 personnes seulement. Alors bien évidemment, ils sont plus à réfléchir à l'impact que ça va avoir sur l'économie, c'est pas juste 12 têtes pensantes, mais ceux qui votent, ok, ce ne sont que 12 personnes qui sont réunies à cette table, avec d'autres personnes bien évidemment, mais il n'y en a que 12 qui votent, voilà, c'est vraiment la seule chose à retenir, il n'y a que 12 membres votants, et qui sont ces membres votants? On a les 7 gouverneurs du Conseil des gouverneurs, ok, et donc il y a Jérôme Powell dedans, bien évidemment. On a 4 présidents des 12 banques, donc sur les 12 banques, on prend 4 présidents des banques de la Fed, plus, donc en réalité on en prend 5, le président de la Fed de New York.
Et ça, c'est les 12 personnes qui vont prendre les décisions de politique monétaire. Bref, je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Si jamais vous voulez un peu approfondir le FOMC, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus, c'est pour ça que je ne vais pas en parler plus. Ici, c'est les membres du FOMC. Vous allez simplement sur YouTube, vous tapez, je sais pas, Dorian Trading FOMC, je pense que vous allez trouver. Ouais, voilà. Et c'est cette première vidéo, c'est les membres du FOMC. Donc, si jamais vous voulez un peu plus, je crois qu'elle dure une dizaine de minutes. Ouais, 10, 15, ouais, 18 minutes. Je vous invite à la regarder. Comme ça, vous avez un peu plus d'infos sur le FOMC. Mais donc, maintenant que vous avez un peu compris ce que c'est le système de la Réserve fédérale, donc la Banque centrale américaine, ben, vous allez me dire, ok, c'est cool, c'est un mot compliqué, mais qu'est-ce qu'elle fait, cette Banque centrale américaine? C'est quoi sa mission? Alors, en réalité, elle a 5 missions. Et on va, dans cette vidéo particulièrement, s'arrêter sur la première, qui est la politique monétaire. Mais donc, ces missions, c'est la politique monétaire. Ok, donc ça, je vais détailler juste après, je ne vais pas en parler plus. La stabilité du système financier. Ça, peut-être que vous l'avez déjà entendu avec la crise bancaire qu'on a eue en mars dernier, avec oui, l'effondrement du système bancaire avec les deux banques, je crois que c'était la SVB et la... J'ai plus les noms en tête malheureusement, mais bref, on avait eu une crise bancaire en mars, c'est notamment la Réserve fédérale qui s'occupe de gérer ce genre de soucis. Et à la supervision et la régulation des institutions financières, forcément. Sécurité et efficacité du système de paiement, c'est-à-dire que quand tu vas mettre ta carte bancaire pour acheter un truc, c'est entre guillemets eux qui vont gérer la sécurité et l'efficacité de tous ces systèmes-là. Et puis la protection des consommateurs contre les fraudes et tous les trucs comme ça. Ok ? Donc ça, c'est les 5 missions de la Fed. Celle qui nous intéresse le plus et celle dont on parle le plus, c'est sa mission de politique monétaire. Ça veut dire que les membres du FOMC, les 12 personnes qui vont voter, vont prendre toutes les décisions nécessaires liées à la politique monétaire pour, et c'est là la question, respecter son double mandat. Donc le double mandat de la Fed, c'est quoi ? La Fed, à travers ses décisions de politique monétaire, tente de maintenir deux choses, la stabilité des prix et le plein emploi. Alors qu'est-ce que ça veut dire, stabilité des prix et plein emploi? Ce qu'on appelle la stabilité des prix, c'est globalement une inflation. L'inflation, c'est les prix, tout simplement, dans l'économie. Une inflation qui tourne autour de plus ou moins 2% en rythme annuel. Donc la Fed aimerait observer une croissance des prix dans l'économie, une augmentation des prix dans l'économie, qui se stabilise autour de 2% par an, pour le dire en français. Alors, quel indicateur est-ce qu'on va utiliser pour mesurer l'inflation? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a le CPI, il y a le PCE, il y a le déflateur du PIB, il y a les indices de prix des enquêtes PMI, il y a plein d'indicateurs. Bref, il y a plein d'indicateurs pour mesurer les prix dans l'économie. Celui que la Fed préfère, c'est le PCE, particulièrement le core PCE. Donc, c'est l'indice des prix sous-jacents qui exclut du coup les prix de l'alimentation et de l'énergie, qui sont des composantes volatiles. Je ne rentre pas plus dans le détail ici, mais donc retenez juste que quand on parle de cible de stabilité des prix, donc d'inflation à 2%, le 2% dont on parle, c'est selon l'indice des prix PCE. Et alors le plein emploi, la Fed ne donne pas de chiffres en tant que tel, simplement le plein emploi, c'est quand le plus de personnes possible travaillent, le plus de personnes aptes à travailler travaillent, et à ce moment-là, du coup, la référence, c'est juste un taux de chômage faible. Donc plus le taux de chômage est faible, plus ça veut dire qu'il y a de personnes en emploi dans l'économie, et c'est ce que la Fed tente de maintenir. Donc ça, c'est le double mandat qu'elle s'est fixé, c'est ce qu'elle promet, entre guillemets, aux gentils citoyens américains. Donc voilà. Pour vous donner un peu des références, ici je vous ai mis 4 indicateurs principaux de l'économie américaine. Donc on a le fameux PCE, Core, donc il est à 2,9% pour l'instant, donc on voit qu'il n'est toujours pas à 2%. On a le CPI que vous connaissez sûrement, ce qui est le Consumer Price Index, donc c'est l'indice des prix à la consommation, c'est aussi la deuxième mesure d'inflation la plus utilisée. Et ici on voit qu'elle est à 3,1%, et ici c'est pas l'indice core, je précise, c'est l'indice global qui prend en compte les prix de l'énergie et de l'alimentation. Mais donc on voit aussi donc, que l'inflation est toujours un peu trop élevée par rapport à la cible de 2%. 3% forcément c'est toujours trop. Taux de chômage, 3,7%. Pour vous donner une référence, c'est très bas, parce que peut-être que certaines personnes ne savent pas c'est quoi un taux de chômage faible. 3,7%, c'est très bas. Je vous invite à aller regarder, si vous voulez, vous tapez juste taux de chômage États-Unis sur Google, vous essayez de trouver un graphique et vous allez voir que, on va arrondir à 4%. 4%, c'est très bas, historiquement, comme niveau de taux de chômage. Puis on a le PIB. PIB, c'est le produit intérieur brut. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre ce que c'est, mais pour le dire de la manière la plus simple possible, c'est juste l'activité d'une économie. Donc le PIB, c'est l'output, c'est la production, c'est tous les biens et services qui ont été produits dans une économie. Donc ce produit intérieur brut s'est élevé à 3,3%. Alors pourquoi c'est un pourcentage et pas un chiffre monétaire ou quoi? C'est parce qu'on mesure généralement en variation. C'est-à-dire que le PIB du dernier trimestre de 2023, par rapport au trimestre précédent, a augmenté de 3,3%. On a produit 3,3% de plus
de biens et de services que par rapport au trimestre précédent. Donc ça, c'est pour le PIB. Comme ça, vous avez ces références-là en tête, ça vous permet de vous situer un peu actuellement par rapport à la politique monétaire. Donc vous l'aurez sûrement déjà compris, enfin je l'espère. Objectif d'inflation 2% et inflation actuellement autour de plus ou moins 3%. Donc la Fed a encore du boulot à faire pour respecter sa promesse. Maintenant, la question qui se pose, et c'est là le cœur de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que la Fed va faire pour ramener cette inflation à 2%? Quels sont les outils dont elle dispose pour diminuer l'inflation, pour ralentir les pressions sur les prix qu'il y a dans l'économie? Eh bien, elle en dispose de plusieurs, mais elle les utilise tous, mais on parle souvent de deux outils principaux, et aujourd'hui, je vais parler que d'un de ces outils-là. Mais donc, juste pour vous les lire, donc ces outils-là, c'est quoi? C'est les fameux taux directeurs, donc c'est ce que vous entendez partout, les taux d'intérêt, les interest rates, que vous voyez partout dans tous les médias, etc., qui est vraiment dans la tête des investisseurs 24/24. Donc c'est les taux d'intérêt directeurs. On a aussi les opérations d'open market. Donc ça, c'est tout ce qui est assouplissement quantitatif et resserrement quantitatif. C'est le quantitative easing, le QE, ou le quantitative tightening, le QT. Vous avez peut-être aussi déjà entendu parler de ça dans des médias financiers. Mais donc ça, c'est vraiment les deux outils principaux que la Fed va utiliser. Disons que ce sont ceux qui ont le plus gros impact sur l'économie. Puis alors, il y a d'autres outils secondaires comme le taux de prêt marginal, donc c'est le window lending en anglais, je ne sais pas trop exactement. Il y a les réserves obligatoires, donc le fameux taux de réserve obligatoire. Et puis il y a d'autres outils non traditionnels. J'ai pas d'exemple pour la Fed, je vous avoue, mais je me souviens d'un exemple pour la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, qui avait mis en place le fameux PEPP, qui était un portefeuille, enfin un plan d'urgence pour acheter des actifs sur les marchés financiers. En gros, c'est juste une opération d'open market, mais qui avait été mis en place parce qu'on était dans une situation très particulière avec la crise du Covid, et donc c'était un outil qu'on appelle non traditionnel. Les outils traditionnels, du coup, c'est taux directeur, opération d'open market, etc. Bref, beaucoup d'informations pour l'instant, ça a l'air un peu compliqué, mais on va rentrer petit à petit dans le cœur de la vidéo, et plus je vais avancer, plus normalement vous devriez comprendre. Je vous invite, comme j'ai dit au début de la vidéo, à ne pas hésiter à prendre des notes, à faire pause, à revenir en arrière, etc. si vous n'avez pas bien compris quelque chose. Et puis si vous comprenez vraiment pas, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Bref, je continue. Les taux directeurs. Donc les taux directeurs, j'ai dit que c'était le principal outil. Alors qu'est-ce que c'est un taux? Un taux directeur, c'est quoi un taux d'intérêt? Alors, j'ai parlé de l'inflation dans l'économie, qui est toujours trop élevée, qui tourne autour des 3%. Quand l'économie est en surchauffe, donc quand l'inflation est trop élevée dans l'économie, pour ralentir cette inflation, on va chercher à augmenter les taux d'intérêt. C'est important, retenez bien ça. Donc quand l'inflation est trop élevée, on va augmenter les taux d'intérêt parce que ça va permettre de ralentir l'économie, l'activité économique, et par la même occasion ralentir les pressions sur les prix. Alors je ne pourrais pas vous expliquer comment les taux directeurs ou taux d'intérêt impactent l'économie sans vous donner quelques notions d'économie. Donc je vais faire une mini parenthèse. Bon, c'était pas prévu, je vous avoue, j'ai pas pris de slide pour ça. Mais je vais faire une mini parenthèse sur deux choses importantes dans l'économie, c'est comment est-ce que l'inflation naît. Alors, il y a plusieurs écoles de pensée. Il y a des gens qui vont dire que l'inflation est par exemple un phénomène monétaire, d'autres qui vont dire que l'inflation est un phénomène lié à l'activité, ou alors au travail, etc. Bref, je vais vous donner juste quelques idées, après c'est à vous de vous faire vos croyances, mais disons simplement que, et je vais partir par exemple du marché du travail. Et en fait je vais simplement expliquer avec le marché du travail et l'activité. Imaginons qu'on veuille faire tourner l'économie à plein régime. On veut que toutes les usines soient ouvertes, que tous les restaurants, toutes les entreprises tournent, et que du coup, on ait une super activité économique avec les biens et les services. Cool. Pour avoir ça, il faut beaucoup de personnes qui travaillent, d'où le fameux plein emploi. Donc quand il y a plein de personnes qui travaillent, ce qui va se passer, c'est que l'économie va tourner. Sauf qu'on a remarqué, et ça c'est des théories économiques, que quand l'activité est trop élevée, il y a tendance à avoir des pressions sur les prix à la hausse. Alors ça s'explique pour des raisons d'offre et de demande, dans le sens où si l'offre... c'est à l'inverse. Si la demande est trop élevée, parce que du coup, dites-vous que plus il y a de personnes qui travaillent, plus il y a des personnes qui ont un revenu décent. Et plus il y a de personnes qui ont un revenu décent, plus il y a de personnes qui peuvent consommer. Et plus il y a de personnes qui peuvent consommer, plus du coup les stocks, que ce soit de biens ou de services, vont être consommés. Et il risque d'y avoir un problème d'offre, donc ce qu'on a à offrir aux gens. Donc il risque d'y avoir des pénuries d'offres, et à ce moment-là, du coup, la demande va... J'ai plus les termes économiques, je vous avoue, ça fait longtemps que j'ai pu étudier ça, mais disons simplement que c'est simple. Si maintenant je te dis,
Je voulais bien te vendre, je sais pas moi, j'ai 10 téléphones à te vendre, mais en fait, il y a 10 personnes qui en veulent un, mais c'est simple, je peux te le vendre facilement. Mais si maintenant je te dis, ok, il y a 10 personnes qui veulent ce téléphone, mais j'en ai que un, ben je me dis, je vais le vendre un peu plus cher pour du coup diminuer la demande. Je sais pas si vous m'avez suivi, mais bref, sinon allez simplement regarder offre et demande sur Google, c'est vraiment très simple à comprendre. Bref, mais donc quand il y a un peu quand l'économie tourne à plein régime, qu'il y a plein de gens qui travaillent, que le revenu disponible est très élevé, ben, il y a ce problème de les prix dans l'économie vont commencer à augmenter. Ça peut être l'une des raisons. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de consensus au sein des économistes. Ça peut être l'une des raisons. Une autre raison, c'est potentiellement que les travailleurs, souvent, sont mécontents. Honnêtement, je vulgarise à fond. Hein. Ne prenez pas tout ce que je dis avec des pincettes parce qu'il y a peut-être entre guillemets des fautes. Enfin, pas des fautes, mais ça manque de nuances. Mais c'est pour que vous compreniez. C'est pas pour être vraiment rigide et précis d'un point de vue économique. Mais donc, il y a souvent des travailleurs mécontents qui vont demander des augmentations de salaire. Ils vont demander des augmentations de salaire, mais imaginez que vous êtes un employeur, que vous avez des employés et que vos employés mécontents viennent toquer à votre porte et vous demandent bonjour, on veut une augmentation de salaire. Et vous, en tant que bon businessman, vous avez envie de faire le plus de profit possible. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez quand même augmenter les salaires de vos employés parce que vous n'avez pas envie qu'ils se cassent tout simplement chez votre concurrent. Donc vous allez augmenter le salaire de vos employés, mais vous allez reporter cette augmentation sur le prix de vente de vos biens. Pourquoi ? Parce que comme ça, vous n'allez pas trop rogner vos profits. Donc comme je vous l'ai dit, vous êtes un bon businessman, donc qu'est-ce que vous faites ? Ok, vous voulez que chacun, je vous donne, je sais pas moi, 10 € en plus sur votre paye chaque mois. Très bien, imaginons que je vends 1000 objets, je vais augmenter et j'ai 1000 employés, je vais compenser les 1000 fois 10 € que j'ai dû payer à mes employés dans les biens que je vends et je vais vendre mes 1000 biens à 10 € plus cher. Et donc c'est comme ça qu'on a ce qu'on appelle la boucle salaire-prix, c'est que les demandes de hausse de salaire des employés vont se reporter en fait sur le prix de vente des biens et des services et ça met de l'inflation dans l'économie. C'est une autre explication pour éventuellement l'inflation dans l'économie. Une dernière aussi que je vais vous donner, après encore une fois il y a un millier de possibilités, mais je pense personnellement que c'est un peu un mélange de tout. Il ne faut pas être radical en mode non, l'inflation ça ne vient que de ça vient de tout un tas de choses, il y a aussi les goulots d'étranglement dont j'ai pas parlé, et les problèmes d'approvisionnement qu'on a en mer Rouge, mais ça c'est plus géopolitique, donc je vais pas arrêter là-dessus dans la vidéo. Mais bref, autre possibilité encore, et je terminerai avec ça pour l'inflation, on dit parfois que ça peut être un phénomène monétaire, ça veut dire que quand on imprime énormément d'argent, enfin on n'imprime pas littéralement de l'argent, mais c'est une manière de dire que quand on injecte de l'argent dans l'économie, quand on assouplit la politique monétaire pour qu'il y ait plus de monnaie en circulation, si vous regardez la masse monétaire, à ce moment-là, en fait, les gens disposent d'un plus grand pouvoir d'achat, sans pour autant que les prix aient eu le temps de s'ajuster. Et donc, il y a de nouveau ce problème que j'ai expliqué au début d'offre et de demande, ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui disposent de plus d'argent, alors c'est pas plus d'argent véritablement, mais disons juste que c'est ce problème d'adaptation des prix en temps réel qui fait que les gens ont plus de pouvoir d'achat, mais les prix sont encore fixés aux anciens prix. Et donc les gens vont se ruer sur tous les biens et services, ils vont les acheter, il y aura des pénuries, et les pénuries vont amener les prix à augmenter. Mais les prix qui augmentent, après, créent une boucle, enfin bref. Ça peut être l'une des troisièmes raisons, donc dans ce cas-ci, c'est un phénomène monétaire, c'est parce qu'on a injecté de l'argent dans l'économie, parce que la politique économique était trop... la politique monétaire était trop accommodante pendant une période prolongée que du coup s'ensuit de l'inflation élevée. Et beaucoup de personnes attribuent d'ailleurs l'inflation élevée qu'on a eue aux politiques monétaires qui ont été prises pendant la période de pandémie. Bref, on s'égare un peu, je vais revenir au sujet principal. Mais maintenant que vous comprenez un petit peu comment l'inflation arrive dans l'économie, vous comprenez pourquoi, ou plutôt comment la Fed va vouloir ralentir l'inflation. Elle a deux possibilités. Soit elle ralentit l'activité, parce que je vous ai dit que ça pouvait être une source d'inflation, soit elle ralentit le marché du travail, ou bien elle fait les deux en même temps. Et c'est généralement ce qui se passe. Parce que quand la Fed... Je vais expliquer le lien entre les taux d'intérêt et l'économie réelle, mais disons simplement que la Fed, grâce à ses taux directeurs, va faire en sorte que les conditions d'octroi de crédit, les conditions de financement, les conditions de monsieur et madame tout le monde quand ils ont envie de faire un crédit en banque pour par exemple acheter une voiture ou une maison, ou bien que le nombre de personnes nécessaires pour travailler dans une entreprise va diminuer, donc on va réduire les effectifs et on va licencier des gens, ça fait moins de revenus disponibles pour l'économie dans son ensemble. Ou bien, qu'est-ce que je peux donner d'autre comme exemple ? Faire en sorte pour les entreprises aussi que l'accès au crédit soit plus compliqué. Donc imaginons que tu sois un employeur, que tu aies envie d'investir dans un nouveau bâtiment, une nouvelle usine, des nouvelles machines, ce sera plus difficile pour toi de le faire ou tu devras le faire à un coût plus élevé et tu te diras peut-être je vais pas investir cette année, je vais attendre que les taux d'intérêt diminuent pour investir, pour étendre mon business. Donc voilà, c'est différentes façons dont ça peut impacter l'économie réelle, mais maintenant la question c'est quel est le lien entre les taux directeurs, ok,
et l'économie réelle. Comment le simple fait que les 12 personnes que je vous ai montré tantôt, donc il y a 12 types qui sont assis derrière leur bureau, qui disent on va augmenter ou diminuer les taux d'intérêt, comment ça peut en avoir un impact sur l'économie réelle. Donc depuis tantôt, vous avez ce schéma devant les yeux, je ne sais pas si vous l'avez déjà beaucoup regardé, mais donc pour être sûr qu'on part sur le bon point de base, c'est pas français mais c'est pas grave, pour être sûr qu'on part tous du même pied, ici vous avez un graphique très simple qui montre l'inflation et les taux d'intérêt. Donc la ligne horizontale c'est le temps, la ligne verticale ici c'est les pourcentages, et donc la courbe bleue c'était l'évolution de l'inflation. Et puis vous voyez que l'inflation a très 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 fortement augmenté, et qu'elle a atteint un plus haut qui était pratiquement à 10%. Et puis elle a diminué, et actuellement elle se situe à 3, je ne sais pas si le graphique est à jour, mais aux alentours des 3%. Ok. Vous voyez aussi que à partir du moment où l'inflation a commencé à augmenter, il y a un moment où la Fed a commencé à s'alarmer, à se dire oulala, il faut que j'augmente les taux d'intérêt pour ralentir l'économie, ralentir ou refroidir le marché du travail et diminuer les pressions inflationnistes, qu'elles soient liées à l'activité, aux problèmes d'offre et de demande, au goulot d'étranglement, aux demandes d'hausse de salaire, etc. Peu importe la raison, mais disons simplement que la Fed a dit ok, il faut qu'on augmente les taux d'intérêt pour ralentir l'inflation. Et donc vous voyez d'ailleurs que depuis que la Fed augmente ses taux d'intérêt, qui est la ligne noire, ok, on voit que l'inflation diminue. Ok, donc ça c'est vraiment le lien logique, j'espère que maintenant vous avez compris le lien entre inflation et taux d'intérêt. Maintenant la question, et ce sera la fin de la vidéo, ouais j'ai rien de plus après, ce sera la fin de la vidéo. La question c'est comment du coup sur le schéma vous voyez donc les décisions de politique monétaire, comment les décisions de politique monétaire tout à la fin nous permettent d'arriver au plein emploi et à la stabilité des prix. Eh bien il faut passer par plusieurs petites étapes. Donc la première étape c'est la décision de politique monétaire. Donc quand la Fed, quand le FOMC décide d'augmenter ou de diminuer ses taux d'intérêt, ça va affecter les taux d'intérêt à court terme actuels, donc réels et attendus. Alors je ne vais pas détailler plus ici parce que c'est vraiment un sujet compliqué cette partie-là. On pourrait parler des IORB, c'est un certain type de taux d'intérêt, et ensuite les banques et les desks, je ne sais plus comment on les appelle en anglais, enfin bref, on va dire les banques. Les banques vont comparer le taux IORB de la Fed avec les taux du marché, et ça va leur permettre de décider ensuite dans quoi ils vont allouer leurs actifs, et ça va avoir un impact sur les conditions de financement du marché. C'est un sujet très compliqué. Moi-même, je ne sais pas si j'arriverai à l'expliquer en vidéo, donc je vais passer, entre guillemets, cette étape. Mais retenez simplement que les décisions de politique monétaire vont avoir un impact sur les taux d'intérêt à court terme. Retenez juste cette phrase-là, ok ? Les taux d'intérêt à court terme, ou les anticipations de taux d'intérêt à court terme, vous m'entendez d'ailleurs souvent dire ce mot-là dans les vidéos, les anticipations de taux, vont avoir un impact sur les conditions financières générales, ok ? Les conditions financières, qu'est-ce que c'est? Ce Overall Financial Conditions, c'est globalement, je vous ai mis quelques exemples ici, mais les rendements à long terme. Donc quand je parle de rendements à long terme, c'est les rendements obligataires, bien évidemment, sur des obligations d'État à 10 ans, 30 ans. Donc les obligations d'État, c'est quoi? C'est un actif financier. Même chose ici, je pourrais vous l'expliquer, mais ça rallongerait la vidéo de 10-15 minutes. Et j'aimerais faire ça en plusieurs parties pour que vous ne soyez pas perdus, parce que déjà là, ça fait beaucoup d'informations à digérer en une fois. Donc pour ce qui est obligations, marché obligataire, rendement et l'impact des taux sur ce marché-là et l'impact des taux ou des rendements du coup obligataires sur l'économie réelle, je pourrais en parler dans une prochaine vidéo. Mais donc retenez simplement que ce qu'on appelle conditions financières globales, c'est donc les rendements obligataires, okay, ou le marché obligataire, c'est le marché des actions aussi, donc la bourse, le prix des actions, le taux de change du dollar, etc. etc. Je prends que ceux-là parce que c'est ceux qu'on entend le plus souvent, donc la bourse, les obligations et le taux de change du dollar, donc le dollar, le forex en fait. Mais voilà, retenez simplement que ça c'est ce qu'on appelle les conditions financières globales. Et donc pour vous donner un exemple d'un impact que ça peut avoir, imaginons que le FOMC décide de diminuer ses taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur les taux d'intérêt à court terme? Ça va les diminuer, ça va diminuer les anticipations de taux. Et quel est l'impact ensuite que ça va avoir sur les conditions financières globales? Pour ce qui est de la bourse, on va voir les actions monter. Pourquoi? Parce que les investisseurs anticipent un assouplissement de la politique monétaire à venir, parce que la Fed a diminué ses taux d'intérêt. Sur les obligations, du coup, les obligations vont monter, les rendements vont diminuer. Sur le dollar, le dollar va diminuer. Alors, c'est quand même, j'allais dire, je vais pas en parler, mais c'est quand même important d'expliquer le lien entre les deux, parce que souvent les gens ont du mal à comprendre ça. Donc, je vais reprendre le graphique juste à droite. Donnez-moi une flèche.
Fed augmente ses taux d'intérêt comme ici, l'inflation diminue, ok, vous vous en souvenez. Si l'inflation diminue, ok, suivez-moi bien, si l'inflation diminue, c'est une bonne chose pour les entreprises, mais particulièrement, si l'inflation diminue, qu'est-ce qui va se passer après? Donc si je devais prolonger le graphique, imaginons l'inflation continue de diminuer, et puis elle atteint 2% et elle y reste, ok? Ben, les taux d'intérêt qui avaient été montés jusqu'à des 5 et des pourcents, j'ai d'ailleurs noté ici là, à combien on est à 5,25 à 5,50%, c'est la fourchette dans laquelle on est. Donc si maintenant les taux d'intérêt sont toujours dans les 5% alors que l'inflation est retournée à 2%, mais qu'est-ce qui va se passer? La Fed va se dire, on peut diminuer les taux. On n'a plus besoin de garder les taux aussi élevés puisqu'on les avait augmentés pour ralentir l'inflation. Mais l'inflation a rejoint notre cible, donc on a atteint notre mission, donc on peut diminuer les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt vont se mettre à diminuer. Okay, pour rejoindre, et ça pourrait aussi être le sujet d'une autre vidéo, il y a tellement de choses à raconter, mais bref, pour atteindre ce qu'on appelle le taux d'équilibre à long terme, et ça, certaines personnes le situent à 3%, 3,5%, etc. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais donc, la Fed peut se permettre de diminuer les taux d'intérêt. Mais donc, et c'est là où vous devez bien comprendre l'impact sur l'économie réelle, si la Fed diminue ses taux d'intérêt, ça veut dire que les taux de l'économie réelle seront moins élevés. Ça veut dire que, par exemple, je vous ai donné tantôt plusieurs exemples avec, par exemple, si tu veux faire un crédit en banque, si tu veux pour acheter une voiture, une maison, ou si une entreprise veut investir, ou si, je sais pas moi, ou si tu veux embaucher des personnes, etc. Toutes ces choses-là, je vais prendre les crédits en banque, c'est le plus simple, les taux d'intérêt bancaires seront plus bas, puisque du coup, la Fed aura diminué ses taux d'intérêt. À ce moment-là, c'est le bon moment si tu es une entreprise pour investir dans un environnement de taux bas. C'est le bon moment, par exemple, pour faire un crédit sur 30 ans pour une maison. C'est le bon moment aussi pour... je sais pas, moi faire un crédit pour une voiture, etc. Bref, c'est le bon moment pour emprunter de l'argent en banque parce que tu es dans un environnement de taux bas. Mais donc, avec cette explication, je me suis perdu. Oui, disons simplement que c'est cyclique en fait, c'est comme ça que vous devez comprendre les choses. Et donc l'inflation monte, on va augmenter les taux, ça va permettre de diminuer l'inflation et donc après on va pouvoir diminuer les taux, ok? Et c'est un cycle continu, un cycle économique d'expansion et de contraction. Et pour ce qui est donc de l'influence sur les décisions des ménages et des entreprises, quelque part je vous ai déjà un peu donné la réponse en fait. C'est que les décisions de politique monétaire vont affecter les taux d'intérêt. J'ai donné l'exemple avec une baisse des taux d'intérêt. Cette baisse des taux d'intérêt va affecter les conditions financières. Comme les conditions financières vont être impactées à la baisse, entre guillemets, enfin, pas pour le prix des actifs, mais je veux dire les taux, entre guillemets, des banques, donc le marché du crédit, en fait, va être assoupli. Pourquoi? Parce qu'on est dans un environnement de taux d'intérêt plus bas. Donc vraiment, si je devais faire un lien plus simple, ça sera peut-être plus simple comme ça pour vous. Je vais pas l'écrire, je vais plutôt le dessiner. Mais donc, si la Fed diminue ses taux d'intérêt, ok? Donc ça c'est les taux d'intérêt de la Fed, je vais mettre un I pour intérêt. Okay, si la Fed diminue ses taux d'intérêt, ça diminue les taux d'intérêt du secteur bancaire. Donc à ce moment-là, c'est moins cher d'emprunter de l'argent ou c'est plus facile d'accéder à un crédit. Okay, et donc par la suite, ça permet entre guillemets de relancer l'économie. Okay, et puis c'est possible surtout parce que l'inflation du coup est à ses niveaux les plus bas. D'accord ? Je sais pas si c'est clair. Vous voyez que moi-même j'ai du mal à l'expliquer en fait parce que c'est dur à expliquer quand je saute des étapes comme celle-ci qui est une étape clé et même ici je devrais parler en détail des conditions financières. Mais donc juste pour m'arrêter encore un peu sur les conditions financières, je vais aborder chaque marché. Donc par exemple pour le dollar, je vais pas donner en détail la raison pour laquelle le dollar monte ou baisse, mais je vais juste vous donner le lien. Donc je ne vais pas vous expliquer la logique derrière, mais je vais juste vous expliquer la réaction du dollar par rapport à une hausse ou une baisse des taux d'intérêt. Quand la Fed augmente ses taux d'intérêt, généralement ça va faire monter le dollar. Quand la Fed diminue ses taux d'intérêt, généralement ça va faire baisser le dollar. Retenez juste ça. À la limite, plus tard, on pourra explorer ensemble le pourquoi du comment, mais si vous prenez des notes, notez simplement, Fed qui augmente ses taux d'intérêt, le dollar augmente. Fed qui diminue ses taux d'intérêt, le dollar diminue. C'est aussi valable pour les anticipations, parce que comme vous le lisez ici, c'est les taux current, donc actuel, et expected, les taux attendus. Donc si maintenant les gens anticipent une hausse des taux d'intérêt, même chose, ça va faire monter le dollar. Si les gens anticipent une baisse des taux d'intérêt, ça va faire baisser le dollar. Pour ce qui est des obligations, le prix des obligations bouge en sens inverse du rendement des obligations. Je ne vais pas, encore une fois, m'attarder là-dessus, mais disons simplement que si maintenant la Fed augmente ses taux d'intérêt, ça a tendance à faire baisser le prix des obligations et donc monter les rendements obligataires. Et à l'inverse, si la Fed diminue ses taux d'intérêt, ça a tendance à faire monter le prix des obligations et à faire diminuer les rendements obligataires. C'est pour ça que souvent vous m'entendrez dire
telle décision de politique monétaire a tel impact sur les rendements et le dollar, et je dis souvent les deux ensemble parce qu'ils vont dans le même sens. Si les taux d'intérêt augmentent, les rendements américains augmentent et le dollar augmente. Si les taux d'intérêt baissent, les rendements baissent et le dollar baisse. Voilà, j'espère que, là je l'ai bien répété, j'espère que c'est bien ancré dans votre tête le lien. Et puis alors pour les actions, les actions c'est un peu plus subtil que ça, mais disons simplement qu'elles ont tendance à bien performer dans un environnement de taux bas et à moins bien performer dans un environnement de taux d'intérêt élevé. Donc si maintenant on anticipe une hausse des taux d'intérêt, comme c'est synonyme de contraction économique, de moins d'emplois, pas plein emploi mais moins d'emplois, et puis du coup un accès au crédit pour investir et étendre son business qui est plus difficile, à ce moment-là c'est pas très bon pour les entreprises et donc les actions. À l'inverse, si maintenant on est dans un environnement de taux d'intérêt bas, c'est le bon moment pour faire une expansion de son entreprise. C'est aussi le bon moment pour relancer l'activité économique. On a un accès facile au crédit, on peut embaucher des travailleurs car le marché du travail est moins serré entre guillemets. Et donc à ce moment-là, ce sera bon pour les actions. Donc ça c'est pour l'impact sur les actions. Bref, c'était la parenthèse sur les conditions financières. Et donc là on tourne un peu en boucle, donc je pense que vous commencez à comprendre. Et puis comprenez aussi que tout n'est jamais aussi linéaire, même si j'essaye de faire des schémas qui vous expliquent les choses de façon linéaire. Tout n'est jamais vraiment linéaire et c'est vraiment une boucle. Tout s'impacte mutuellement dans tous les sens, c'est un gros bordel, mais si vous arrivez à mettre un peu de structure là-dedans, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Mais donc, le point final, vraiment la flèche ici à comprendre, c'est que les conditions financières en fait vont ensuite impacter les conditions tout simplement de crédit bancaire. Alors je vais que parler du crédit bancaire, il y a plusieurs voies par lesquelles les taux d'intérêt peuvent se transmettre dans l'économie, mais le plus simple à comprendre, je pense, pour quelqu'un qui a du mal avec le fondamental, c'est les taux d'intérêt bancaires. Donc comme je l'ai dit tantôt, quand tu veux faire un crédit en banque, tu auras un taux d'intérêt. Que tu veuilles acheter une maison, acheter une voiture, tu vas avoir un crédit sur 10, 20, 30 ans et tu vas devoir payer des taux d'intérêt parce que la banque te prête de l'argent que tu n'as pas et tu vas la rembourser progressivement, accompagné des intérêts. Si les taux d'intérêt de la Fed, et retenez juste cette phrase-là, et puis je vais m'arrêter là en soi, parce que je pense que vous avez compris maintenant, si les taux d'intérêt de la Fed augmentent ou sont élevés, les taux d'intérêt bancaires seront plus élevés. Tout simplement. Si les taux d'intérêt de la Fed diminuent, les taux d'intérêt bancaires seront plus bas. Tout simplement. Et donc l'accès au crédit sera plus facile évidemment dans un environnement de taux d'intérêt bas parce que tu vas payer des intérêts moins élevés pour faire un crédit et même les conditions, parce qu'il y a une différence entre les taux d'intérêt que tu payes et les conditions d'octroi de crédit. Les conditions d'octroi de crédit, c'est est-ce que c'est facile d'aller à la banque et d'ouvrir un dossier pour faire une demande de crédit. Et dans ces conditions-là, de taux d'intérêt bas, c'est plus facile de faire une demande de crédit. Et c'est ce qui permet à la fin à la Fed de progresser vers le plein emploi et la stabilité des prix. J'ai pas beaucoup parlé de l'emploi en soi parce que là je parlais surtout de l'inflation et des taux d'intérêt, mais donc c'est ce qui permet à la Fed, mais tout peut en soi être résumé avec le schéma ici, c'est ce qui permet à la Fed du coup je supprime juste mes petits dessins, de ramener du coup l'inflation vers sa cible de 2%. Donc comme je vous l'ai dit ici, grâce à cette hausse des taux d'intérêt, l'inflation finira, on l'espère, par diminuer et rejoindre sa cible de 2%. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ça, j'ai pas besoin d'en parler, ça non plus. Ok. Waouh, même pour moi, c'est pas facile à faire comme vidéo. J'espère que, avec tout ce que je vous ai présenté là maintenant, vous comprenez un peu mieux comment fonctionne la Réserve fédérale, vous comprenez un peu mieux comment fonctionne l'outil principal de la Réserve fédérale qui sont les taux d'intérêt et comment ça impacte l'inflation. Mais donc juste pour terminer comme d'habitude avec un petit résumé et puis la conclusion. Donc disons simplement que la Réserve fédérale, c'est la Banque centrale américaine, ok. Elle est constituée de plusieurs entités, mais c'est essentiellement le FOMC, donc le comité Federal Open Market Committee, qui est constitué de 12 membres votants qui va prendre les décisions de politique monétaire. Ce FOMC-là se réunit, ça je ne l'ai pas dit, mais 8 fois par an, donc à peu près tous les 1 mois et demi, pour discuter de la politique monétaire, de l'état de l'économie, et ensuite prendre ses décisions. Et par rapport au taux d'intérêt, qui est l'outil principal du FOMC pour impacter l'économie réelle, ils vont du coup décider à la fin de leur réunion s'ils augmentent les taux d'intérêt, s'ils les diminuent ou s'ils les maintiennent inchangés. Une hausse des taux d'intérêt va avoir tendance à resserrer les conditions financières de l'économie et du coup à resserrer les conditions d'octroi de crédit. Ça va devenir plus difficile d'emprunter de l'argent, d'investir pour des entreprises, etc.
Ça va aussi être plus difficile, mais j'en ai pas beaucoup parlé dans la vidéo, mais plus difficile d'avoir accès à de l'emploi. Et donc globalement, ça va ralentir l'activité dans l'économie, ça va faire baisser les pressions inflationnistes ou même l'inflation, et ça va permettre à la Fed de tendre vers son objectif qui est la stabilité des prix, qui normalement tourne autour d'une inflation de 2%. A l'inverse, si maintenant le FOMC décide de diminuer ce taux d'intérêt, ça va assouplir les conditions financières, ça va assouplir les conditions d'octroi de crédit, ce qui va permettre, dans un environnement de taux d'intérêt bas, d'avoir plus facilement accès à du crédit en banque, de plus facilement investir pour des entreprises, et ça va relancer l'activité, relancer l'économie, promouvoir l'emploi, donc on va avoir un taux de chômage bas, on va avoir plus de personnes en emploi, et aussi, et ça du coup ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo, mais un risque que l'inflation reparte à la hausse avec le retour de l'activité. Mais dites-vous simplement qu'un environnement de taux d'intérêt bas n'aura pas lieu dans un environnement d'inflation élevée. Enfin, c'est à nuancer, mais disons simplement que si on a pu ramener les taux d'intérêt à des niveaux bas, c'est que l'inflation a diminué. Bref, j'espère que ce wrap-up, cet emballage, cette conclusion vous aide un petit peu à, si jamais vous n'aviez pas trop bien suivi pendant la vidéo. Et puis je n'ai pas plus de choses que ça à vous dire par rapport à ça, simplement je continuerai peut-être à faire des vidéos comme ça parce que je pense que ça vous permet d'éclairer beaucoup de choses sur la Fed. Il y a encore énormément de choses à parler, là j'ai toujours le schéma devant mon ordi, mais donc pour vous le citer un peu, là on a juste parlé de politique monétaire, mais comme je vous l'ai dit, la Fed est aussi responsable de la stabilité du système financier, de la supervision et de la régulation des institutions financières, etc., système de paiement, protection des consommateurs, donc on pourrait aussi en parler dans des vidéos. Et puis dans le double mandat qu'elle a, j'ai surtout parlé de l'inflation et des taux d'intérêt, j'ai pas vraiment parlé du marché du travail, de la boucle salaire-prix, même si je l'ai évoqué. Donc on pourrait aussi en parler dans une prochaine vidéo. Et aussi on pourrait parler de l'activité. Parce que j'ai conscience en fait que pour beaucoup c'est encore difficile de comprendre comment la Fed prend ses décisions. Qu'est-ce qui fait que la Fed se dit ok là il faudrait augmenter ou diminuer les taux d'intérêt. Alors je vous ai déjà donné une piste avec l'inflation, mais vous vous en doutez, la Fed ne regarde pas que le rapport d'inflation PCE, elle regarde plein d'autres rapports pour prendre ses décisions. Et donc qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qu'elle met dans la balance pour juger et évaluer les bonnes décisions à prendre? C'est compliqué, je vais être honnête avec vous, et ça c'est une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec la vidéo, mais c'est compliqué, apprendre l'analyse fondamentale et le fonctionnement de l'économie prend du temps, c'est beaucoup d'études et de revoir les mêmes concepts pour être sûr de les avoir bien compris, mais un petit conseil pour ceux qui sont intéressés par ça et veulent apprendre l'analyse fondamentale, c'est essayer le plus possible de simplifier. Parce que si vous restez trop dans la théorie, vous allez juste vous embrouiller l'esprit, et à donner des exemples simples, ça va vraiment vous permettre de simplifier vos concepts dans votre tête et de beaucoup mieux comprendre. Et puis essayez aussi d'être très terre à terre et connecté au réel. Au lieu de donner des exemples qui sont que théoriques sur les marchés financiers, etc., essayez de prendre la vie de monsieur et madame tout le monde. Une hausse des taux d'intérêt, par exemple, quel est l'impact que ça va avoir sur monsieur et madame tout le monde? Et je vous ai donné des exemples avec l'accès au crédit en banque et des choses comme ça. Ou par exemple l'inflation, j'en ai pas parlé comme ça, mais l'inflation, c'est quoi l'impact dans la vie de monsieur et madame tout le monde? C'est un ticket de caisse plus gros quand tu vas au magasin, etc. Et le fait de simplifier, de vulgariser, comme si tu expliquais à un enfant de 5 ans, c'est d'ailleurs une phrase que je crois Einstein disait, il disait si tu sais pas expliquer un concept à un enfant de 5 ans, c'est que tu n'as pas compris. Entraînez-vous à savoir expliquer avec des mots très simples les choses, les fondamentaux économiques, la macroéconomie. Ça va beaucoup vous aider à structurer tout ça dans votre tête et après à simplement mieux implémenter ça dans votre trading. Bref. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Merci à toi d'avoir écouté la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que j'ai pu t'apporter de la valeur, j'espère que tu as bien pu prendre des notes ou en tout cas apprendre des choses dans ces vidéos parce que c'est mon but. Et puis sur ce, on se dit à demain dans la prochaine vidéo.